sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais avoir la chance d'avoir une très belle discussion avec l'auteur Carole Fleuret qui a écrit un livre avec plusieurs autres auteurs intitulé La didactique du français en contexte minoritaire, paru aux presses de l'Université d'Ottawa. On va aussi s'informer durant la prochaine demi-heure des activités qui vont se dérouler durant le mois de décembre au Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et tout de suite, pour commencer, on va parler avec Baratium qui vient nous inviter officiellement à la 15e édition du Déjeuner des flocons de neige qui, cette fois, va se faire virtuellement. Bonjour. Alors dis-moi, Bara, comment ça s'est organisé, surtout qu'avec la pandémie, il a fallu vous réajuster forcément? Oui, avec la pandémie, on s'est ajusté et puis on a créé une nouvelle formule qui consiste à permettre aux résidents qui d'habitude soutenaient le déjeuner venaient en grand nombre au déjeuner flocon de neige. Cette année, le concept est très simple, c'est qu'on a des boîtes de déjeuner que les résidents peuvent aller chercher au centre Pauline Charon le 4 décembre. Donc cette année, c'est le 4 décembre, c'est de 7h à 10h. Mais aussi, il y a de l'animation qui va être faite. Tout va être sur les plateformes de Facebook de TV Rogers. Merci à TV Rogers qui nous a permis quand même d'organiser un téléthon. Un téléthon qui va permettre aux résidents d'être chez eux, dans leur confort de leur résidence, avec une boîte de déjeuner et de suivre aussi le téléthon avec de l'animation musicale, avec des groupes comme Moonfruit et aussi Lauren Hall. On a aussi Chris McCann. C'est tous des musiciens qui habitent dans le quartier et donc qui donnent leur temps pour cette cause-là aussi. Je connais pas la deuxième artiste que tu as mentionnée, mais les Moonfruit, je les connais. J'ai entendu, ils font de tellement belles choses. Et puis, en même temps, je me dis, quand on était là-bas, on n'avait pas la chance d'avoir des artistes. Oui, ils étaient dans le coin, dans la salle, mais pas en prestation. Donc, c'est virtuel, oui, mais il y a un petit quelque chose, un petit plus là. Oui, mais c'est une occasion aussi de célébrer quand même tous les bénévoles qui aident la Banque alimentaire. En ayant un peu de musique, ça donne le ton à cette célébration-là, mais aussi de voir qu'on a des artistes de la communauté qui soutiennent cette cause-là, donnent leur temps, viennent jouer de façon gratuite pour cet événement-là. Ben, je dirais chapeau à nos artistes, aux résidents, aux bénévoles qui font que le déjeuner flocon de neige est un événement rassembleur pour notre communauté et c'est un happening vraiment pour les gens qui habitent dans le quartier. Et puis, plus important cette année, parce que on devrait le rappeler là, que si vous faites en fait le déjeuner des flocons de neige, c'est vraiment pour venir en soutien à Partage Vanier, qui est votre banque alimentaire, pour pouvoir desservir les familles qui sont dans le besoin. Et l'objectif à atteindre cette année est de 45 000 $. Oui, l'objectif est de 45 000 $. C'est ambitieux dans cette période de pandémie, mais comme vous le savez, les banques alimentaires n'ont jamais fermé leurs portes au niveau de quand il y a cette pandémie. La banque alimentaire s'est réinventée aussi au niveau de quand la pandémie est arrivée. Donc, les gens prennent un rendez-vous et puis vont venir chercher leur boîte, mais quand même pour une certaine population, la banque alimentaire livre des boîtes de nourriture aux aînés, aux familles qui sont dans le besoin, dans le quartier. Donc vraiment, c'est une occasion. C'est une occasion pour dire à la communauté de soutenir cette cause-là parce que ça permet à des gens quand même qui sont dans le besoin d'avoir de la nourriture fraîche et des fruits et légumes que cette cause-là paye directement pour aider ces gens-là.
On sait que la communauté est très solidaire, surtout quand, en tout cas, j'ai pu le constater là parce que j'ai animé 2 fois le déjeuner des flocons de neige. Je suis pas mal sûre que déjà ils ont commencé à se préparer à venir vous apporter un soutien. On va récapituler un peu qu'est-ce qui va se passer pour le 4 décembre. De 8h à 9h, on aura un téléthon auquel les gens pourront participer avec leur boîte déjeuner. Et puis, comme tu l'as mentionné, les boîtes déjeuner sont faites par des artisans du coin. Ouais, ben les boîtes de déjeuner, ce qui arrive, c'est qu'on a les commerçants locaux qui se sont investis pour aider aussi la cause. Je peux nommer Bobby Stables, qui est un restaurant très connu sur Chemin Montréal, qui va apporter quelque chose. On a aussi les Tim Hortons de ce monde, qui sont aussi des compagnies qui sont dans le secteur. Il y a le Centre Pauline Charon qui nous accueille chaque année, et puis cette année aussi vont contribuer à cet effort-là, permettre aux gens. On sait que les commerces locaux souffrent beaucoup lors de cette pandémie, mais ils nous démontrent aussi l'appui qu'ils font à cette cause-là en mettant dans cette boîte à déjeuner des éléments comme par exemple des croissants, des muffins qu'eux-mêmes ont fait pour nous aider à amasser plus de fonds pour la Banque alimentaire Partage Vanier. Alors, pour les boîtes déjeuner, il faudrait qu'on dise aux gens que la date limite, en fait, pour pouvoir, je vais dire réserver pour notre boîte, c'est demain. C'est demain à 3 heures, c'est la journée pour vraiment clôturer ce spécial de déjeuner flocon de neige en permettant aux gens d'accéder directement à leur boîte de nourriture pour les réserver en ligne. Je peux vous donner le site web, c'est déjeunerdesflocons.com. Les gens peuvent acheter leur boîte à déjeuner. Les gens aussi peuvent faire des dons pour le Téléthon aussi. Alors déjà, ici pour les boîtes déjeuner, si on veut les réserver pour demain, comme tu l'as dit, on peut passer les chercher par nous-mêmes le 4 décembre, je pense entre 7h et 10h directement au centre Pauline Charon, ou bien on peut se les faire livrer sous certaines conditions. Et puis comme tu l'as dit aussi, vous avez besoin de dons, oui, pendant le Téléthon, mais aussi tout le reste de l'année. Oui, les dons sont les bienvenus, mais le fait que les gens achètent aussi la boîte à déjeuner aide grandement la cause aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement qui est rassembleur. Oui. Pour nous, c'est l'occasion de pouvoir célébrer. Il faut vraiment mettre l'accent sur cette célébration-là qu'on fait pour Partage Vanier, mais les dons durant toute l'année est assez importante pour pouvoir acheter, comme j'ai dit tantôt, des fruits et légumes frais pour les gens qui fréquentent notre banque alimentaire. Chaque dollar est important. Il n'y a pas $1. Si les gens font don $1, pour nous, c'est extrêmement important pour la cause de Partage Vanier. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous acceptez juste des dons en argent? On accepte des dons en nourriture, des dons en argent. Les gens peuvent faire mais le plus facile, c'est de contribuer de façon monétaire parce que ça nous permet d'acheter spécifiquement les besoins les plus criants pour la banque alimentaire. Oui, exactement. Mais cependant, si les gens font des collectes de denrées de nourriture, ils sont les bienvenus pour nous les apporter. Puis ça nous fera plaisir de le donner aux familles qui sont dans le besoin dans notre quartier. Merci beaucoup, Bara. Et puis, bonne chance pour cette 15e édition. Merci. À la prochaine. Alors, pour vous autres à la maison, vous êtes invités à soutenir cette 15e édition du Déjeuner des flocons de neige au www.déjeunerdesflocons.com. C'est là aussi que vous pourrez réserver votre boîte déjeuner et la date limite pour ça, c'est demain. Alors, visitez le site web, encore une fois, www.déjeunerdesflocons.com. On va maintenant s'entretenir avec Madame Bergeron du Conseil sur le vieillissement à Ottawa qui vient nous parler des activités virtuelles du Conseil. Et pour ce mois de décembre, il y en a 4. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Parfait. C'est ça, on a 4 événements. Le premier a lieu ce vendredi. Puis c'est le lancement de notre rapport Taupe des Neiges de 2020. Donc, les Taupes des Neiges, c'est une équipe de bénévoles qui se promènent dans leur quartier, puis qui prennent en note les choses qui empêche une bonne marche hivernale, par exemple. Donc, toute cette information-là est mise ensemble et transformée en rapport qui est ensuite donné à la Ville d'Ottawa et à l'équipe Ottawa Ville-Amie des aînés pour faire les modifications nécessaires pour assurer que
qu'il faut arranger les trottoirs, qu'il faut que ça soit déneigé pour s'assurer que la ville d'Ottawa soit bien, bel et bien une ville à des aînés. Donc, l'événement a lieu ce vendredi, 4 décembre à 13h30. Puis, c'est une bonne occasion aussi d'apprendre comment pouvoir devenir une tourbe des neiges, comment pouvoir participer à cette belle initiative. Puis, la présentation a lieu en anglais, mais on a aussi un interprète qui permettra que l'information soit disponible en français. Deuxième activité, ce qui m'intéresse aussi, c'est la stratégie pour les aidants naturels. Je pense que ça fait plus de 2 fois même que j'entends que vous faites des affaires, des conférences pour informer vraiment les aidants naturels à savoir mieux accompagner ceux qu'ils accompagnent. Oui, exactement. Puis cette fois-ci, on a 3 partenaires communautaires, dont le réseau de soutien communautaire de Champlain, on a le réseau de la démence de la région Champlain, on a Centraide aussi de l'Est de l'Ontario qui viendra donner un aperçu de la stratégie, mais aussi offrir des conseils et expliquer les ressources qui existent pour soutenir, pour appuyer les proches aidants. J'ai juste une question par rapport à ce genre d'activité qui concerne les aidants naturels. Est-ce qu'il y a une forte présence de ceux-ci? Les proches aidants, oui. Il y a des données qui viennent de sortir de Statistique Canada, je pense que c'est... Oh, je me rappelle pas exactement. Disons, la moitié des personnes aînées qui sont un proche aidant. Donc, c'est très, très haut comme pourcentage. Puis, c'est majoritairement les femmes. C'est un rôle plus particulièrement des femmes, mais c'est être proche aidant soit des personnes aînées, comme un enfant adulte qui prend soin de ces personnes aînées, ou bien c'est le conjoint. Parce que Et puis au conseil, il faudrait dire que vous couvrez tellement de thématiques. Là, c'est très intéressant quand on parle de ces 4 événements. Là, le premier événement que vous avez mentionné, c'est par rapport à la marche, comment être sécuritaire quand on fait une marche pour eux. Le deuxième événement, c'est concernant les aidants naturels. Le troisième, là, vous allez un peu plus loin. On va parler de conduite hivernale. Oui, exactement. Donc, on a un invité du ministère du Transport de l'Ontario qui viendra donner des conseils pour la conduite hivernale, pour rester en sécurité et garder le contrôle du volant, de l'auto. Puis, la session est organisée par le sous-comité du Conseil sur le vieillissement des conducteurs âgés. Est-ce qu'on sait un peu comment ça va se passer, cette conférence spécifiquement, là? C'est sur Zoom, c'est à 13h le 15 décembre. Donc, on a un événement par semaine. Okay. C'est ça. Donc, on encourage tout le monde à participer. Alors, dernier événement, c'est la célébration du temps des fêtes. Je me demande bien qu'est-ce que vous réservez parce qu'on sait qu'avec les différentes restrictions qu'on reçoit, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire. Non, mais cette fois-ci, c'est la première fois que c'est une célébration virtuelle. Puis on veut vraiment rendre ça fun. On veut vraiment que tout le monde vienne, participe en ligne. Donc, on planifie par exemple des compétitions de décoration derrière ou avec des chapeaux de fête de Noël. On est en train de développer un jeu Géopardy avec Géopardy, le jeu de Alex Trebek, avec des questions de Noël, vraiment des bonnes questions intelligentes. Puis, on planifie aussi un karaoké avec des rigodons de Noël. Donc, ça va vraiment être super amusant. Puis, on vous encourage tous à y participer. Tous nos événements ont lieu en ligne, sur Zoom. C'est gratuit. Puis, vous pouvez vous inscrire sur le site du Conseil sur le vieillissement si vous cliquez, par exemple, sur français, événements du CSV, c'est là que vous allez les trouver. Et puis, quand on va s'inscrire, là, on reçoit directement le lien 24 heures à l'avance ou bien le jour même, il va falloir aller encore sur la plateforme pour chercher à se connecter? Vous allez recevoir un lien par courriel. Je ne sais pas si c'est la journée même ou en avance, mais pas besoin de s'inquiéter. Vous allez recevoir l'information à temps pour cliquer sur le lien et vous connecter à l'événement. Merci beaucoup, Madame Bergeron. Et puis, bonne célébration du temps des fêtes à vous autres. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour la stratégie pour les aidants naturels, là, ils ont toujours de très bons conférenciers. Il y a 4 événements qui s'en viennent au Conseil sur le vieillissement à Ottawa. J'aimerais vous inviter à visiter le site web le www.coaottawa.ca pour pouvoir prendre votre rendez-vous et puis avoir accès au lien Zoom qui vous permettra de participer à l'un de ces événements. Je vais m'entretenir maintenant avec l'auteur Carole Fleuret sur un livre qu'elle a écrit, mais pas toute seule, intitulé La didactique du français en contexte minoritaire. Et Madame Fleuret, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pour essayer de mettre en contexte tout le reste de notre discussion. Quand on parle de didactique en français, à quoi on fait allusion? Alors ça, c'est une excellente question. La première des choses que j'aimerais compléter, que vous venez de dire, c'est que j'ai écrit ce livre avec mon collègue Joël Thibault, qui est professeur aussi en didactique du français à l'Université d'Ottawa. Donc, quand on parle de didactique, c'est très peu connu, en fait, la didactique en Amérique du Nord. On met beaucoup l'accent sur la pédagogie, sur la façon de faire. Mais le principe de la didactique, c'est de se dire, voilà, j'ai un savoir que je dois passer aux élèves. De quelle façon je vais le faire pour que dans mes pratiques pédagogiques, ce savoir soit approprié. Grosso modo, c'est ça le principe de la didactique. Et puis c'est vrai, ça rejoint un tout petit peu, si je peux me permettre de le dire, la pédagogie, mais je pense que c'est vraiment plus poussé parce que quand on cherche même la définition de didactique, on voit qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Exactement. Le avant, c'est je dois enseigner l'accord du verbe. OK. Maintenant, c'est dans le programme, c'est ce que je dois faire. De quelle façon je vais le faire? Donc, c'est là où il faut avoir justement les connaissances qui sont inhérentes à cet objet-là. Et puis après, le pendant, c'est quelle stratégie pédagogique ou quelle pratique pédagogique je vais mettre en place pour que ça réponde le mieux au maximum d'élèves dans la classe et que ça soit le plus adéquat pour tout le monde. Avec comme finalité que l'accord du verbe soit approprié par les élèves. Alors là, maintenant, j'aimerais bien vous demander pourquoi vous vous êtes attaqué ou je veux dire, vous êtes penché sur le problème de la didactique en français en contexte minoritaire. Pour la bonne et simple raison, c'est que peu importe où on regarde au Canada, avec les flux migratoires, il y a vraiment un paysage scolaire qui est complètement différent. Ouais. On a une mosaïque culturelle, un tissu social dans les classes qui n'était plus celui qu'il y a quelques décennies où on ne voyait que des, entre guillemets, natifs dans les salles de classe. Ouais. Aujourd'hui, la population, elle est plurielle. Chacun a son parcours, chacun a son histoire de vie, mais tout le monde se concentre dans un même endroit qu'est la salle de classe. Alors, qu'on soit en Ontario ou qu'on soit ailleurs dans les situations francophones minoritaires à travers le Canada, tout le monde vit la même chose, c'est-à-dire que bien évidemment, ces élèves-là sont intégrés dans les salles de classe, mais finalement, on se rend compte que les missions scolaires de l'école ont peu changé et que très souvent, même voire la plupart du temps, on continue d'enseigner aux élèves comme si nous n'avions que des francophones, ontariens en salle de classe. Or, la réalité est tout autre. Et le choix de ce livre, c'était justement ça, c'était vraiment de mettre l'accent, c'était de répondre à un besoin qui est vraiment clair à travers les provinces et de dire, voilà, aujourd'hui, les populations scolaires sont diversifiées au sein de la classe. De quelle façon peut-on y répondre le plus adéquatement possible pour que ça rejoigne les élèves, les défis qu'ils rencontrent, mais aussi ceux des enseignants. Et donc, l'idée de ce collectif, parce qu'on est allé chercher vraiment des collègues chercheurs partout à travers le pays, pour la plupart, on aurait dû avoir l'Atlantique, finalement, ça s'est pas fait. Mais on a un joli portrait très représentatif pour montrer à quel point il y a des points de similitude, bien évidemment, même s'il y a des petites divergences à travers les différents contextes. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, on est des chercheurs, on réalise toutes ces choses-là. Et l'idée de ce livre, c'était ça. C'est la première fois qu'un livre pan-canadien ramène de cette façon-là, à l'intérieur d'un ouvrage, les préoccupations et les besoins qui sont vécus dans toutes les provinces. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et on l'a fait justement sous 3 axes, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez au début. Donc, on a voulu, alors ça, c'était très très clair pour Joël et moi, vraiment mettre l'accent sur le plurilinguisme, c'est-à-dire considérer les répertoires des élèves, l'engagé des élèves. Le deuxième axe est davantage axé sur tout ce qui peut être enseignement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui réponde davantage et mieux, de façon plus adéquate aux élèves, et qui soit aussi en harmonie avec l'enseignant.
Et puis la troisième façon, c'était l'apprentissage. De quelle façon ça va se transposer dans les apprentissages? Et on a même des chapitres qui vont parler d'interdisciplinarité, etc., etc. Je trouve ça très intéressant parce que quand même je regardais dans les tas de matières, puis je vais faire une petite parenthèse pour dire que vous avez vraiment alimenté la discussion sur la page YouTube des presses de l'Université d'Ottawa avec vos autres collègues. Oui. On se rend compte qu'en fait, l'école joue un rôle très, très important, plus qu'important même, dans les sociétés minoritaires, dans les communautés minoritaires. Et comme vous l'avez mentionné là, oui, on se rend compte qu'on a une mosaïque culturelle, mais le format de l'éducation, de l'enseignement, il n'a pas vraiment changé en fonction du nouveau public qu'on a. Absolument, c'est-à-dire qu'on est dans les milieux minoritaires, je dirais le maître mot, c'est la peur de l'assimilation de l'anglais. Donc ça, c'est complètement légitime. Et puis, bien évidemment, on s'est attardé là-dessus. Mais c'est qu'aujourd'hui, on veut tellement être protectionniste à l'égard du français oui. qu'on oublie que les populations sont différentes et qu'il faudrait peut-être la repenser, cette francophonie. Je dirais que le fil d'Ariane, au cours de tout ce qu'on a développé dans le livre, c'est vraiment de se dire, repensons la francophonie, parce qu'elle est plurielle, la francophonie. Mm-hmm. Tous les enfants, on a énormément d'enfants en Ontario, par exemple, qui viennent d'Afrique subsaharienne, ou d'Haïti, eh bien, ce sont des enfants qui ont été scolarisés en français parce que ce sont des anciennes colonies belges et françaises, et ces enfants-là ont la langue. Donc, on ne peut pas faire fi de ça, par exemple. Puis, on ne considère pas les répertoires des élèves pour qu'ils prennent... La recherche le montre aujourd'hui à quel point c'est important que l'élève prenne appui sur sa langue première pour apprendre la langue de l'école, parce que les transferts qu'on l'autorise à faire lui permettent dans sa tête de catégoriser les concepts. Alors, souvent, ce qu'on entend, c'est « oui, mais on ne parle pas toutes les langues, et puis si on autorise ça, le français… » Mais non, justement, je pense que l'erreur, c'est ça qu'on essaye de démystifier dans le livre, c'est que c'est pas parce qu'on va obliger un élève à parler français qu'il aura envie de parler français. Nous, ce que l'on dit, c'est pas de faire du français, c'est de donner envie aux élèves de parler français, d'apprendre le français. Pourquoi ? Parce qu'on va le considérer pour ce qu'il est en tant qu'individu, dans sa singularité. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de mentionner là, parce que ça me rappelle un exemple de moi-même en tant qu'immigrante en classe. Les Congolais, on sait qu'ils ont été colonisés par les Belges. Et en plein cours, ma collègue de classe qui disait 77 ou je ne sais plus, et moi qui disais 77 parce que moi, mon pays a été colonisé par les Français. Puis je lui disais, t'es pas correct de dire ça. Puis elle aussi, elle me disait, c'est pas correct de dire ça. Mais en fait, c'est un mélange qui donne le même français. C'est super important ce que vous mentionnez, parce que quand on parle de plurilinguisme, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons mis un S à plurilinguisme, parce qu'il y a plusieurs sortes de plurilinguisme, puis on sait d'entrée de jeu que le français qui est parlé à la maison, même chez les gens très scolarisés, n'est pas celui de l'école, pour la bonne et simple raison qu'on a les pratiques discursives que l'on a est beaucoup plus familières, et ce qui est normal. Mais là, ce que vous mentionnez, c'est les variations de la langue. Donc, l'idée ici, c'est de dire, quand on parle de plurilinguisme, c'est qu'on prend appui, peu importe le répertoire langagier de l'élève, on part de ce répertoire-là pour aller vers la norme, qui est le français de l'école, de scolarisation, parce que c'est une norme sociale, le langage, et que si on veut être compris de tous, eh bien, il faut avoir des connaissances solides, il faut le détenir pour pouvoir discuter. Mais on n'oublie pas les élèves, on n'oublie pas l'héritage langagier des élèves pour les amener là. On part de là pour les amener vers la norme. Ça, c'est important. Alors que très souvent en classe, ce qu'on fait, c'est non, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est comme ça. Alors que, comme vous le mentionniez, 70, en Belgique, c'est ce qu'on dit pour dire 70. Pourquoi est-ce que c'est moins bien que de dire 70 ? Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est justement, par exemple, avec un cas comme vous le soulignez, c'est de dire en classe, demander aux élèves, est-ce que vous connaissez d'autres façons de dire 70 ? Et puis là, on donne la permission à l'élève de dire, on m'autorise, moi je vais dire que je le connais autrement, puis que ça a exactement la même place que si je disais 70. Wow. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on reconnaît l'élève pour ce qu'il est, on ne dit pas que le vocabulaire qu'il détient n'est pas bon au détriment d'un autre. Et ça, c'est souvent un problème qu'on rencontre dans les salles de classe, c'est qu'on applique toujours des qualificatifs de valeur, des jugements de valeur à la langue. On parle bien, on parle mal, t'as un bon accent, t'as un mauvais accent. Ça, il faut essayer de déconstruire cela, parce que ça a beaucoup de répercussions en fait sur l'élève et sur sa propre identité, sur l'identité à son groupe, sur la reconnaissance à son groupe.
mais d'abord et avant tout survie même. Ça peut d'abord créer de l'insécurité linguistique, Oui. et puis ça peut complètement le démotiver à apprendre le français, oui. parce qu'on ne le reconnaît pas pour ce qu'il est, ni pour le répertoire langagier et culturel qu'il détient. Alors il y a un gros travail à faire, et puis en Ontario, on est beaucoup dans l'inclusion, mais l'inclusion, elle se fait dans le sens où l'on dit, dans le sens littéral en fait. On accepte tout le monde dans la salle de classe, mais on ne prend pas en compte les besoins des élèves pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est quelque part, c'est problématique, parce que, et ça, c'est quelque chose qui, avec Joël, on en a parlé souvent, qui nous interpelle, je dirais, parce que les élèves qui arrivent là, bon, alors il y a bien sûr les francophones qui prennent le programme d'appui aux nouveaux arrivants, mais aussi les élèves allophones, donc qui ont un répertoire qui n'est ni français ni l'anglais. Mais ces enfants-là doivent apprendre la langue, mais en même temps, c'est la langue dans laquelle on leur enseigne. Alors, je ne sais pas, si demain vous vous retrouviez en Chine et que je vous disais, vous oubliez qui vous êtes et votre bagage, et puis on va juste apprendre le mandarin, vous allez apprendre à l'écrire, à le parler, vous allez être évalué comme les autres. Ça va être vous me diriez, ça n'a pas... oui. Ben, c'est ça, mais c'est ce que vivent les élèves, et ça, on l'oublie trop souvent. Alors, donc, si on veut être inclusif dans le sens propre du terme, eh bien, ça veut dire répondre aux besoins des élèves. Et souvent, ces élèves-là se retrouvent avec des plans d'intervention alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est simplement qu'ils sont en train d'apprendre la langue. Ouais. Et là, on leur met une étiquette qui, à mes yeux, est un stigmate social parce qu'on dit qu'ils sont en difficulté. Alors que si on les laissait parler dans leur langue première, ils ne seraient pas en difficulté. Ils vous montreraient que le répertoire et les connaissances, ils les ont. Mais on n'autorise pas les élèves à le faire. Et c'est ça qui est dommage. Donc l'idée, ce n'est pas de valoriser la langue de l'école au détriment de la langue de la maison, au détriment de celle de l'école. Ce n'est pas ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est de donner une place légitime qui revient à l'école, qui revient la langue de l'école, la langue de la maison, qui revient aussi à l'école. Parce qu'on légitime toujours ce qui vient à l'école à la maison, et puis mais on ne légitime jamais ce qui vient de la maison à l'école. Pour que l'enfant soit équilibré. C'est très violent, exactement. Et puis, comme vous l'avez mentionné aussi, là, puisque le but ultime même de votre ouvrage et de ce que vous vous donnez comme connaissance aux enseignants qui vont forcément avoir accès à cet ouvrage, c'est de permettre aux enfants, aux jeunes enfants qui apprennent le français, de pouvoir garder la langue, l'aimer, l'apprécier, la cultiver pour plus tard. Il ne faudrait pas juste que ce soit parce que je suis à l'école, je parle en... C'est ça. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment... C'est une mission, en fait, c'est une mission. On voulait vraiment répondre à aux enseignants. C'est une mission pour l'école, parce qu'il faut revoir la mission de l'école. Parce que si on regarde instruire, socialiser, qualifier, mais dans quel but? Est-ce qu'on le fait vraiment? Alors, nous, c'était davantage de répondre à un besoin et de montrer que ce besoin, il y a une prégnance, il y a vraiment... il y a un vrai besoin, peu importe où on se trouve au Canada. Vous levez un voile, en fait. Oui, c'est ce qu'on voulait. Puis ce qu'on a voulu tisser à travers ce fil d'Ariane, c'est que... et puis les différents chapitres qui sont là, c'est que c'est complètement possible de le faire. On a des contextes, comme je vous disais, le premier axe du livre est vraiment sur l'apport du plurilinguisme dans la salle de classe. Donc ça veut dire aussi que, bien évidemment, il faut repenser les pratiques pédagogiques. Donc, il y a toute une partie enseignement dans le deuxième axe qui parle de cela. Puis dans le troisième axe, on est vraiment dans l'apprentissage, dans l'interdisciplinarité. Mais ça peut se faire. Mais ça veut dire aussi que l'enseignante, et c'est pour ça que je dis la mission de l'école, c'est qu'il faut revoir la posture de l'enseignant dans la salle de classe. Il faut aussi que l'enseignant se remette en question, se dise qu'il n'a pas tous les savoirs, et que si on autorise l'élève à parler sa langue, c'est lui qui devient expert de sa langue. Merci beaucoup, Madame Fleuret. Écoutez, c'est une très belle discussion. Je suis pas mal sûre que les enseignants vont aller courir et puis s'arracher votre ouvrage. Félicitations à vous et à vos collègues. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de journée. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les gens du corps enseignant, je vous inviterai à avoir cet ouvrage au www.presseyouottawa.ca parce que, comme Mme Fleuret a dit, il faudrait repenser le modèle de l'éducation si on veut pérenniser la langue française. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et on va parler de l'artisanat des Premières Nations disponible au marché autochtone du solstice d'été et plein d'autres choses à discuter. On se donne rendez-vous demain à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Cette semaine, à Nathan parle avec Katia, on parle de l'événementiel en temps de pandémie et aussi avec Mélanie et Camille Rochon avec des découvertes médicales sur la fibrose cystique. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste René Ray, qui nous livre des chansons authentiques et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.